France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Sur scène comme à la ville, le théâtre de la célébrité au XVIIIe siècle. Voici Mademoiselle Dugazon et Mademoiselle Clairon. Et voilà, Mademoiselle Adrienne Lecouvreur et Mademoiselle Duménil. Et Lequin et Beaumarchais, des grands noms du monde du théâtre au XVIIIe siècle, au moment où est inventée la célébrité, vedette du spectacle, comment sortir de l'ombre et entrer dans les lumières. La révélation d'un monde nouveau, d'un monde de beauté, d'élégance, de brio. Crébillon a laissé le ciel à Corneille, la terre à Racine, il a gardé pour lui l'enfer. Il faut se contenter de dire les répliques, c'est tout. La radiodiffusion télévision française présente Le cours de l'histoire. Si les journaux spécialisés dans les titres accrocheurs avaient existé, celui-ci n'aurait pas manqué de s'étaler à la une. Louis XV s'apprête à quitter la scène et en coulisses, déjà, Louis XVI se prépare. Suzanne Rochefort, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous vous préparez. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Lorraine, l'autrice de Vie théâtrale, le métier de comédien à Paris, entre lumière et révolution. Dites-nous, ça a un sens d'ailleurs, cette idée de célébrité que j'avance ici quand on parle de ce monde du théâtre au XVIIIe siècle. Il ne faudrait pas plaquer ce que nous entendons, nous, par le mot de célébrité. Ah oui, ça a complètement un sens. On peut parler vraiment des premières célébrités de spectacle au XVIIIe siècle avec une médiatisation qui devient de plus en plus forte et des figures comme ça extrêmement marquantes qui sont connues par le public de Paris, mais aussi au-delà. Antoine Lilti dit que c'est le XVIIIe siècle le moment où est inventée la célébrité. D'ailleurs, Antoine Lilti préface votre ouvrage. Ce moment-là est un moment intéressant parce que moi je voudrais, Suzanne Rochefort, qu'on en profite pour comprendre le fonctionnement de ce monde théâtral. Lui, il est bien différent de ce que nous connaissons au XVIIIe siècle. Il y a tout un système de privilèges, c'est compliqué. Oui, effectivement. Alors, c'est un petit peu compliqué et ça se complexifie aussi au cours du XVIIIe siècle. Mais alors, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que au XVIIIe siècle, normalement, théoriquement, il n'y avait que 3 spectacles autorisés dans Paris qui étaient dits privilégiés par le roi, donc qui ont des monopoles artistiques. Donc on parle de l'opéra, de la comédie française et de la comédie italienne. La comédie française, par exemple, a le privilège de représenter des tragédies et des comédies en 5 actes, par exemple. Donc il y a des segmentations artistiques qui sont très fortes. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, tout au long du XVIIIe siècle, il va y avoir des brèches de plus en plus fortes qui vont se créer, avec les théâtres de la foire, notamment, dès le début du siècle, où il y a des petites pièces en 1 acte, en 2 actes, qui sont représentées, mais qui font concurrence à ces théâtres privilégiés. Et puis, à partir du milieu du XVIIIe siècle, de nouveaux théâtres permanents, qui ne sont pas autorisés, ils ne sont pas officiels, mais ils sont tolérés, on va dire. Mais ça complexifie le paysage des spectacles. Oui, puis ça complexifie aussi pour les gens comment faire carrière dans ce monde-là. Alors vous nous l'avez dit, la comédie française, oui, ce sont les grandes pièces qu'on connaît, en 5 actes, c'est du solide. La comédie italienne, c'est quoi ça ? Alors la comédie italienne représente plusieurs types de spectacles. Donc il y a des spectacles de type commedia dell'arte, où on improvise un petit peu sur un canevas de type italien. Et puis la comédie italienne absorbe, si vous voulez, un nouveau genre très à la mode au XVIIIe siècle, qui est l'opéra comique, où on alterne du parler et du chanter. Donc ça va être représenté aussi à la comédie italienne. Et puis pour l'opéra, j'imagine, l'opéra, c'est beaucoup chanté, pas seulement ? Et l'opéra, c'est pièce, chant et danse. Donc on a quelque chose d'assez proche de ce à quoi on peut penser, mais on a effectivement opéra et ballet qui sont représentés. Avec les personnes qui font que ces institutions vivent, ce sont les comédiennes, ce sont les comédiens. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la célébrité entre la comédie française, la comédie italienne et l'opéra ? Alors, il y a quand même ce prestige très fort, en tout cas des 2 premiers, l'opéra et la comédie française, parce que elles ont été créées au XVIIe siècle, sous Louis XIV, et donc il y a vraiment ce prestige plus fort. La comédie italienne monte un petit peu en grade, on va dire, au cours du XVIIIe siècle, mais au début est quand même considérée comme un petit peu subalterne d'un comique un petit peu moins haut. Mais voilà, on a quand même, en tout cas avec ces 3 grands théâtres, les 3 grands théâtres
théâtre privilégié par le roi à monopole qui se distingue un petit peu. Et puis ce théâtre de foire, alors là, j'imagine bien que ça peut être quelques tréteaux. D'ailleurs, dans la rue, un rideau, ça suffit. Et puis ça y est, on a du théâtre. C'est ça le théâtre, c'est absolument magique. Hein. Il suffit d'avoir quelques spectateurs et puis un espace qui est considéré comme une scène. Et ça y est, le spectacle est là. Oui, et alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose qui va se transformer. C'est-à-dire qu'au début du XVIIIe siècle, on a encore des spectacles à la foire qui font penser à des tréteaux. En réalité, c'est pas vraiment des tréteaux, ce sont des petites loges en bois qui sont démontables avec des scènes qui sont à 2 mètres de hauteur et des toutes petites loges derrière, donc une installation assez précaire. Et puis ça se complexifie, ça devient de plus en plus grand jusqu'à ce qu'il y ait des salles permanentes qui soient occupées lors de jeux de foire à partir des années 30-40. Suzanne Rochefort, vous avez étudié ces vies théâtrales. Quelle était votre démarche? C'est d'étudier ces parcours de comédiens, de comédiennes? Parce que vie théâtrale, ça nous envoie tout de suite vers les individus. Oui, exactement. C'est vraiment le cœur de ce que je voulais faire, c'était m'intéresser aux expériences professionnelles, aux trajectoires de carrière, mais aussi au vécu de ces acteurs et de ces actrices. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressée. C'était aussi en quelque sorte leur donner la parole dans la possibilité que laissent les sources. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de restituer une expérience et un corps de métier vécu, on va dire. Justement, la question des sources, c'est important dans ce monde du théâtre parce que vous travaillez sur du spectacle vivant, comme on dirait aujourd'hui. C'est toujours cette frustration de l'historienne, de l'historien du théâtre, d'étudier des moments de vie intenses et de la célébrité en n'ayant que la matérialité du document. Alors, quels sont ces documents? Oui, alors, ce que j'ai beaucoup utilisé, des archives qui sont très précieuses, c'est à la Comédie Française. Il y a des dossiers individuels avec des correspondances qui ont été gardées entre comédiens, qui étaient vraiment les lettres qui s'envoyaient dans le quotidien du travail, un petit peu comme on envoie des mails à ses collègues aujourd'hui. Donc, ce sont des choses assez courtes, mais qui, en réalité, mises en série, peuvent nous dire beaucoup de choses. Et puis ensuite, alors, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les archives de police, également sur les journaux, sur la presse, qui se développe aussi énormément à l'époque, et sur les images. Donc, on a quand même un faisceau de sources assez différentes. Pourquoi les archives de police? Eh bien, parce que, alors, il n'y a pas de police du travail spécifique à ce métier-là. En fait, on s'adresse, dès qu'il y a un problème entre un comédien et un directeur de spectacle, on s'adresse au commissaire de police de la ville. Et donc, dès qu'il y a un conflit d'ordre professionnel, mais ça peut être par exemple parce qu'on n'est pas payé, parce qu'on est payé en retard, on va aller s'adresser au commissaire de police de la ville. C'est beaucoup des directeurs qui essayent de châtier leurs comédiens parce qu'ils sont arrivés en retard à une répétition, ils n'ont pas été suffisamment présents, etc. Donc toute cette régulation du quotidien se retrouve en fait dans les archives de police de la ville de Paris. Mais alors, il y a un système quand même qui est en place sous l'Ancien Régime, celui des corporations qui gèrent les métiers. Ces corporations ne peuvent pas s'occuper de ce monde du spectacle ? Et alors non, justement, parce que les comédiens ne sont pas officiellement constitués en corporation. Donc, ils fonctionnent en réalité par un système assez spécifique. Pour les théâtres privilégiés par le roi dont on a parlé, donc il y a à la fois la régulation de la ville, mais aussi beaucoup la régulation de la cour, du département des menus plaisirs du roi, qui s'occupe de toutes les cérémonies autour du roi, mais également de la comédie française, de la comédie italienne et de l'opéra. Et donc il y a une sorte de tutelle, on peut parler de tutelle administrative, mais qui s'ingère aussi dans le quotidien. Donc il y a plusieurs instances pour réguler tous les conflits qui peuvent y avoir entre les acteurs et les actrices. Et dans ce monde du théâtre, il y a une instance qui essaie de réguler aussi ce qu'il y a à l'intérieur du texte, c'est la censure. Oui. Le premier censeur en titre, délégué auprès du lieutenant de police, fut un ecclésiastique, l'abbé Claude Chérier. Un abbé, diable. Un abbé très accommodant sur le chapitre des mœurs. Il avait publié en 1722 un petit ouvrage intitulé Polissoniana. Tout un programme. Tu l'as lu, toi, hein? Feuilleté. Et il t'a déçu? C'est un recueil de rébus, de calembours et de turlupinades qui ne justifie pas son titre. Et tout aussi décevant, un autre de ses ouvrages intitulé Équivoque de la langue. C'était un pauvre homme, un besogneux des lettres, tout heureux de la pension de 800 livres que lui valait la charge de censeur. On comprend mal pourquoi le garde des Sceaux l'avait choisi pour régir la production théâtrale.
Un curieux manuscrit, qui est conservé à la bibliothèque de l'Arsenal, révèle comment l'abbé Cherrier pratiquait ses fonctions. Il se bornait à signaler les mots dangereux, proposait des adoucissements, donnait des conseils touchant les jeux de scène à éviter, tout en laissant vivre la pièce de sa vie légère et grivoise. Oui, bien sûr, mais par exemple... Il estime dangereuses les images quand l'espèce évoquait certains mots, rose, jardinet, pris dans le sens que vous devinez, mais il n'allait pas jusqu'à les retrancher. Ah, il les gardait quand même, hein. L'émission Prestige du théâtre en 1956 pour évoquer la censure. Suzanne Rochefort, c'est un monde très surveillé que celui du théâtre. Alors oui, effectivement, il y a bien sûr quand même une surveillance sur les pièces, avec certaines pièces qui peuvent mettre du temps à être représentées. On pense au mariage de Figaro de Beaumarchais qui mettra 4-5 ans à pouvoir être représenté. Donc c'est très surveillé au niveau du contenu. Ce qui est très intéressant là sur la censure, c'est que les acteurs de la comédie française et de la comédie italienne se font aussi eux-mêmes censeurs au cours du XVIIIe siècle en censurant les pièces du boulevard, c'est-à-dire qui sont autorisées par la lieutenance de police dont on entendait parler dans l'extrait, à pouvoir lire toutes les pièces censées être présentées au boulevard pour ensuite soit les autoriser, soit les interdire si elles sont trop proches de ce qui pourrait être joué dans un théâtre à monopole. Il y a même à quelques reprises, en fait, certaines pièces qui sont interdites, et quelques mois après, en fait, on les voit apparaître sur la scène de la comédie italienne. Donc, en fait, ils ont tout simplement chippé l'auteur et la pièce à ce qui devait être joué ailleurs. Donc, il y a une sorte de double système de censure, mais effectivement, on a une surveillance qui est forte. Vous utilisez cette expression de boulevard. Pour le XVIIIe siècle, c'est vrai que le monde du boulevard, les théâtres de boulevard nous conduisent souvent au XIXe siècle. Ce sont les enfants du paradis. Et dans cet univers que vous nous présentez, Suzanne Rochefort, avec ces 3 grandes scènes, ces 3 grands spectacles privilégiés, et puis ces théâtres de foire, on voit apparaître peu à peu, c'est quoi ce boulevard ? Alors, c'est exactement dans la continuité de la foire, c'est-à-dire que la foire, c'est ponctuel, c'est quelques semaines ou quelques mois par an, mais il y a des entrepreneurs forains qui ont envie de faire du profit toute l'année, et pas simplement pendant les foires. Et donc, à partir des années 1750, vont s'ouvrir plusieurs spectacles permanents sur le boulevard du Temple, qui sont tolérés par la police, et là, on a des vraies salles de spectacle, qui peuvent accueillir jusqu'à 1000 spectateurs, et alors, on trouve déjà l'expression de théâtre de boulevard à l'époque, mais on peut aussi on trouve aussi spectacle subalterne par exemple. Donc ils sont durs à nommer parce que les nommer officiellement théâtre, ça voudrait dire reconnaître que les privilèges ne sont pas complètement respectés. Donc il y a une sorte de flou, mais en tout cas dans l'esprit du public, on a quand même une nouvelle offre spectaculaire en fait dans Paris. Donc c'est quand même un phénomène qui est extrêmement important. Ça, c'est à partir du milieu du XVIIIe siècle. Il est possible d'atteindre la célébrité dans ces théâtres-là, subalternes ? Eh bien oui, et c'est justement ce qui embête beaucoup les acteurs de la comédie française et de la comédie italienne. On peut devenir célèbre en étant effectivement sur celles qui sont appelées les petites scènes. Alors ce sont des noms qu'on a aujourd'hui oubliés, mais voilà, Louis Ribier, Taconnet, François Mayer, Sophie Forest, voilà, plein de noms de personnes qui avaient un certain nombre d'images qui étaient faites sur eux, qui pouvaient avoir des mentions dans la presse, des mentions dans des pamphlets aussi, voilà, mais ils étaient effectivement connus dans Paris, voire ailleurs. Ils pouvaient aussi aller jouer dans des villes de province, être annoncés sur les affiches parce qu'ils venaient du boulevard parisien. Donc oui, effectivement, on peut avoir une notoriété, une célébrité assez forte en venant de ces petits spectacles. Alors pour mesurer la célébrité, vous disposez de quoi, Suzanne Rochefort ? Donc il y a les mentions dans la presse, les représentations par des gravures d'un physique plus ou moins réaliste d'ailleurs, parce qu'on développe des images, on veut voir à quoi ressemble le comédien, la comédienne. En fait, c'est tout cela qui fait la célébrité ? Oui, alors c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer. On ne peut pas vraiment calculer une célébrité, mais effectivement, c'est-à-dire à partir de ce qui en est dit dans la presse, de ce qui peut en être dit sur les affiches, à quel point un acteur est annoncé ou non, dans les comptes rendus critiques, et puis bien évidemment toute cette culture matérielle qui a été évoquée aussi hier, des images, mais aussi par exemple être représenté sur des éventails, avoir des
des petits bustes qui vous représentent. C'est tout un ensemble en fait qui fait qu'on devient célèbre au XVIIIe siècle. Et donc voilà, on dispose de tous ces éléments. Alors si je vous demande qui est la plus grande célébrité du monde du théâtre au XVIIIe siècle, vous me répondez qui? Pour vous, parce qu'il y a peut-être aussi un aspect subjectif dans cette histoire. On va dire qu'il y a 2 acteurs et actrices de la comédie française qui se détachent. On a le tragédien Lequin et la tragédienne Mademoiselle Clairon. Vraiment, voilà, autour des années 1750-1760 sur lesquelles j'ai plus travaillé. Peut-être que les auditeurs ont aussi entendu parler de Adrienne Lecouvreur. Donc voilà, ça, ce sont des noms. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on remarque que ce sont des tragédiens. Donc on voit bien là aussi une certaine hiérarchie entre le tragique et le comique. Il y avait des célébrités comiques à l'époque, par exemple Préville ou Madame Préville, mais voilà, ils sont moins restés à la postérité quand même et ils étaient un petit peu moins connus, mais ils l'étaient quand même. Ouais, c'est la tragédie qui prime avec Lequin et l'art de la déclamation. L'un des grands mérites de Lequin est d'avoir mis ses élèves en garde contre le mot de déclamation dont on se servait alors pour exprimer l'art du tragédien. Et est-ce qu'il en donnait les raisons? Oui, et Talma les a résumées en quelques phrases. Si tu veux, lis-les donc, c'est important. Ce terme de déclamation, qui semble désigner autre chose que le débit naturel, porte en lui l'idée d'une certaine énonciation conventionnelle. Oui. Une sorte de psalmodie, de mélopée qui datait de l'époque où la tragédie était à l'effet chanté. Il a, j'en suis certain, souvent donné une fausse direction aux études des jeunes acteurs. Déclamer, c'était pour eux parler avec emphase. Donc la déclamation est l'art de parler comme on ne parle pas. Oui, c'est vrai, mais quel terme employer à la place du mot déclamation? C'est précisément la question que se posait Talma après Lequin. Jouer la tragédie donne plutôt l'idée d'un amusement que d'un art. Dire la tragédie n'exprime que le simple débit sans action. Oui, au XVIIe siècle, on disait réciter la tragédie. Et les Italiens ont longtemps conservé ce terme. Ils disent recitare la commedia et non declamare. L'adjectif declamatorio était synonyme d'enfatico. Oui, Lequin et l'art de la déclamation, c'est en 1956 avec cette archive Suzanne Rochefort. C'est intéressant d'entendre ici combien tout cela est réfléchi, théorisé. Ce monde du spectacle, ce monde du théâtre, ça produit beaucoup de commentaires et Lequin participe à cela. Oui, complètement. Ce qui est très intéressant avec la figure de Lequin, c'est que c'est quelqu'un qui est aussi un réformateur de son art, un théoricien de son art. Il est associé à la réforme des costumes, par exemple, pour défendre des costumes qui soient plus naturels, plus proches de la réalité. Et ça fait complètement écho à l'extrait qu'on vient d'entendre sur le naturel du jeu. C'est-à-dire que le XVIIIe siècle, c'est un moment où on veut s'éloigner des codes de la rhétorique et de quelque chose qui soit vraiment extrêmement formaté pour aller vers quelque chose de plus sensible, de plus naturel. Et ça, Lequin y participe, avec Mademoiselle Clairon aussi. Et Lequin est quelqu'un qui écrit. Il écrit des traités, il écrit aussi à l'administration pour faire réformer certaines choses de la comédie française. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est engagé en fait sur plusieurs plans au niveau de son art et de son métier. Il vient d'où, lui, Lequin ? Alors Lequin, c'est un fils d'orfèvre, donc il se destinait pas au théâtre, mais en fait sa trajectoire elle est assez intéressante parce qu'il a découvert sa vocation sur ce qu'on appelle les théâtres de société. Les théâtres de société au XVIIIe siècle, c'est, si vous voulez, un théâtre amateur qui se joue dans les hôtels aristocratiques ou dans des salons bourgeois, où en fait voilà, on n'est pas professionnel, mais on joue des pièces. Et pour certains, ça a pu jouer un rôle de déclencheur dans la vocation, où voilà, on dit mais en fait je veux en faire mon métier. Et donc ce fils d'orfèvre, de bijoutier, va finalement devenir un des comédiens les plus célèbres, proche de Voltaire notamment, avec qui il a beaucoup échangé. Ah oui, parce que voilà, c'est ça aussi, hein, c'est un monde complètement en réseau. Nous imaginons bien les auteurs et les artistes qui sont en contact, mais c'est une évidence, hein, parce que il faut bien connaître le texte. Et puis ce monde du réseau-là fait que les célébrités s'alimentent, en fait. C'est une concentration, ce moment du spectacle où la célébrité est sur scène et dans la salle, il y a d'autres célébrités. Faut le rappeler, hein, parce que on l'oublie bien souvent, le moment spectacle, c'est un moment absolument incroyable. Ah oui, complètement. Alors, si on veut se replonger un petit peu à
qu'est-ce que c'est que d'être dans une salle de spectacle à l'époque? Déjà, il faut penser aux lumières. Il n'y a pas de noir complet dans la salle. Ça sera à partir du 19e siècle. Au 18e, le spectacle est autant sur scène que dans la salle, puisque comme il n'y a pas de noir, on peut observer qui est dans les loges, tel aristocrate qui est là. Donc on vient au théâtre pour voir, mais aussi pour être vu. Et donc ça, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et puis, il y a un public qui est très hétérogène. Il y a des études qui ont été faites sur le public à la Comédie Française, et on a autant des grands aristocrates, des avocats, des médecins, que des étudiants, des soldats de passage, des petits artisans. Donc on a en fait tout un microcosme de la société qui se retrouve au théâtre chaque soir. Et dans la société des hommes et des femmes de théâtre, on arrive à créer des trajectoires, parce que dans ces vies théâtrales, Suzanne Rochefort, vous avez pu étudier ces parcours avec Lequin, vous l'avez dit, fils d'orfèvre. On se dit, il ne va pas arriver jusqu'à une scène de théâtre, mais si. Comment ça se passe? C'est quoi cette origine de ce monde du spectacle? Alors en fait, c'est extrêmement varié, et au XVIIIe siècle, ça se pluralise énormément. D'abord, on peut pas rester uniquement sur Paris et sur les frontières parisiennes. Il y a une très grande partie des acteurs qui exercent à Paris, qui en fait sont nés en province et qui ont débuté leur carrière sur des scènes provinciales, qui se sont fait repérer ensuite, puis qui débutent à la Comédie Française, par exemple. Au niveau des origines sociales, c'est vraiment extrêmement varié. Si je reprends le cas de la Comédie Française, sur lequel on peut vraiment faire des statistiques, si vous voulez, parce qu'on a moins de personnes et elles sont plus connues, on a à peu près un tiers qui viennent d'une origine artistique. Donc ça peut être du spectacle, mais aussi de la peinture, de la sculpture, ça faut pas du tout oublier. Et puis aussi, on a des fils et filles d'administrateurs, d'hommes de loi, mais aussi de marchands, d'artisans. Et puis, sur le boulevard, beaucoup des comédiens célèbres du boulevard, dont j'ai parlé un petit peu juste avant, sont fils de domestiques du boulevard du Temple, de petits artisans qui exercent sur le boulevard du Temple, qui en fait ont vu des spectacles se monter, des rémunérations plutôt intéressantes, et y ont vu en fait aussi une opportunité à la fois sociale, économique, une nouvelle trajectoire qui pouvait s'offrir à eux. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant de voir cet arc là, vraiment pluriel de possibilités. L'historienne que vous êtes, c'est vrai, s'appuie sur les sources dont vous disposez. Et par exemple, les parcours qui vont permettre d'accéder à des revenus plus importants. Mais la notion de célébrité, elle, est très difficile à mettre en compte comme motivation. Comment on peut mesurer le désir d'être célèbre au moment de s'engager dans ce parcours-là? Ça laisse pas vraiment de traces, à moins qu'il y ait un témoignage, mais c'est rare. Ce qui laisse des traces, je prends la question un petit peu à l'envers, ce qui laisse des traces, c'est la peur de perdre sa réputation, la peur d'être ridicule, la peur de rater. Ça, on le trouve dans les sources. C'est-à-dire qu'effectivement, un témoignage qui dirait véritablement « moi, je veux être célèbre, je veux être reconnu », je ne l'ai pas comme ça. Mais ce que j'ai, c'est deux choses. J'ai d'abord des peurs d'être ridicule et de se discréditer auprès du public et de la profession. Si je rate et que je suis reconnue comme nulle, je pourrais pas être embauchée dans un autre spectacle pour une bonne rémunération. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi des tentatives de postuler à des théâtres plus prestigieux. À la Comédie Française, il y a des personnes qui retentent leur chance 2, 3, 4 fois, parfois à 15, 20 ans d'écart. Et donc là, on sent une volonté d'en appartenir, une volonté d'être un comédien du roi, parce que c'est leur titre honorifique. Donc, c'est pas forcément la volonté d'être célèbre en tant que tel, mais en tout cas, c'est la volonté de faire une carrière prestigieuse, une carrière plus rémunératrice. Donc, la question de l'ambition professionnelle, on la voit, mais pas toujours. C'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais on la sent quand même transparaître. Oui, parce qu'une vocation, ça tient un peu de choses. Le nom de Clairon n'était pas son nom de famille, celui-ci est très obscur et n'a aucune importance. Parmi ses prénoms, il y avait Claire, et c'est du diminutif familier de Claire, Clairon, qu'elle se fit un magnifique nom de guerre et de théâtre. Elle était née vers 1723 à Condé-sur-Escaut d'une très pauvre couturière qui l'avait eue d'un amant de hasard. Elle partait véritablement du plus bas, du plus triste et du plus démuni. Sa mère s'en alla de ville en ville, finit par se trouver à Paris,
quand la petite avait 11, 12 ou 13 ans, la mit à la couture, pour laquelle la petite Clairon n'avait aucun goût, bien au contraire, la battit, la rudoya plus ou moins pour essayer de la plier à ce triste apprentissage, mais Clairon possédait déjà une intelligence et une volonté très supérieures à la moyenne. Elle cherchait par quel moyen s'évader de cette triste condition. Dans la rue où elle vivait, elle vit un jour, par la fenêtre, dans l'appartement d'en face, une très célèbre et brillante actrice de la Comédie Française, mademoiselle d'Angeville, en train de prendre sa leçon de danse. Et ce fut la révélation. La révélation. Béatrix Dussan, actrice sociétaire de la Comédie Française en 1962, nous parlait de mademoiselle Clairon. Ici, Suzanne Rochefort, faut nous la présenter. Qui est cette mademoiselle Clairon ? Alors effectivement, elle a un parcours qui est assez représentatif, sauf par sa grande célébrité, mais assez représentatif des autres acteurs et actrices. Effectivement, elle est née en province, elle est née dans le nord de la France. Elle commence un petit peu, elle rencontre le théâtre par hasard. Et là, on voit bien dans l'extrait que la célébrité de mademoiselle d'Angeville attire en fait l'évocation, c'est-à-dire que être célèbre, c'est aussi attirer des futurs disciples qui vont venir prendre des cours avec vous. Et mademoiselle Clairon, justement, ne pouvait pas avoir par ses parents de formation théâtrale, mais elle se forme, comme les autres acteurs à l'époque, beaucoup avec un maître ou une maîtresse qui donne des leçons de déclamation, qui donne aussi des conseils vers quel spectacle se tourner. C'est pas simplement des conseils proprement artistiques, c'est aussi faire comprendre à son jeune élève le marché du travail et sa structure et ses réseaux. Et on a vraiment ça. Le Quin a formé aussi beaucoup de personnes. On a des relations comme ça, maître-élève. Ce qui est très intéressant avec mademoiselle Clairon, c'est qu'elle a été élève de mademoiselle d'Angeville. Et puis, 20-30 ans plus tard, elle va également former un certain nombre de comédiens qui seront ses disciples. Donc on a vraiment cette chaîne-là qui se forme. Et puis là, effectivement, elle rencontre le théâtre à Paris un petit peu par hasard. En tout cas, c'est l'anecdote qui est racontée, un petit peu comme ça, romanesque. Mais ensuite, elle n'entre pas à la Comédie Française tout de suite. Elle exerce d'abord dans certains spectacles dans le nord de la France, à Valenciennes par exemple. Puis, elle revient à Paris, elle débute d'abord à l'opéra, ça marche pas vraiment, puis ensuite à la Comédie Française. Donc on voit bien là que cette trajectoire, c'est pas non plus un fil droit, hein. Mais voilà, c'est un cas en tout cas très très intéressant. La narration de ces parcours parfois un peu chaotiques, et comme on l'a entendu dans l'archive, ça participe à la célébrité. C'est vraiment cela aussi, raconter la vie des gens. Est-ce qu'au XVIIIe siècle, on va trouver ce phénomène-là dans la presse, quand on a une vedette, une célébrité, dire voilà, elle a connu ça, elle a vécu ça. C'est très beau d'entendre cette jeune fille qui n'était pas destinée au théâtre et ce parcours incroyable qui en fait une des plus grandes comédiennes de son siècle. Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante, vraiment sur les sources. En réalité, on a encore assez peu au XVIIIe siècle sur les acteurs et actrices de véritables mises en récit. En tout cas, dans la presse, on va pas dire forcément que mademoiselle Clairon est originaire de tel ou tel endroit ou qu'elle a fait telle ou telle rencontre. Sa vie va plutôt être racontée du côté du discrédit. Mademoiselle Clairon, elle est aussi malheureusement connue pour avoir été beaucoup discréditée, notamment par une fausse biographie qui est parue à partir des années 1740, écrite par un amant éconduit, un petit peu énervé, jaloux, qui en fait donc écrit une fausse biographie disant qu'elle a eu de multiples amants, qu'elle est surtout très intéressée par la sexualité, etc., etc. Et donc, cette mise en récit, elle va souvent plutôt être faite a posteriori, au début du 19e siècle. Il y a toute une vague de mémoires d'acteurs qui sont pas réellement écrits par les acteurs eux-mêmes, qui sont déjà morts, mais qui mettent en récit vraiment ces trajectoires du XVIIIe siècle. Parce qu'on aime beaucoup raconter toutes Exactement. ces histoires-là. Oui. Ça plaît énormément, mais qu'en est-il de la presse au XVIIIe siècle ? Si les journaux spécialisés dans les titres accrocheurs avaient existé, celui-ci n'aurait pas manqué de s'étaler à la une. Rosalie Lefebvre et Dugazon vont-ils s'unir pour la vie ? Eh bien, la chose advint et l'aventure romanesque commença le 10 août 1776, à Saint-Eustache, après que Rosalie eut abjuré le protestantisme dans lequel elle avait été élevée.
En outre, ils avaient dû tous deux, suivant le droit canonique, déclarer qu'ils renonçaient à leur état d'acteurs. Les futurs époux devaient renier le théâtre et s'engager à ne pas remonter sur les planches, moyennant quoi la cérémonie nuptiale avait lieu. Cependant, comme il y a toujours des accommodements avec le ciel, on glissait dans son serment le mot « momentanément », ce qui évitait à chaque jeune marié d'être parjure et lui permettait, après cette petite comédie du renoncement, d'obtempérer quelques jours après à l'ordre impératif du roi d'avoir à reprendre sans délai sa place dans le théâtre qui se l'était attaché. Qui aurait pu se douter, et Rosalie moins que quiconque, que ce Dugazon, ce charmeur, cet élégant cavalier à la verve intarissable, était dans l'intimité un homme que sa fatuité, son exaltation perpétuelle et sa jalousie morbide rendaient insupportable. Peut-être n'est-elle pas, après tout, la femme qu'il eût fallu à un homme aussi impulsif. Elle est ardente, voluptueuse, coquette, qualité peu propre à calmer un jaloux de cet acabit. Mais c'est exactement ce que vous disiez, hein, la narration postérieure des événements du passé, monsieur, madame Dugazon, présentée par Fanelli Revoile, mezzo-soprano, artiste donc, et puis qui a longtemps enseigné le chant au Conservatoire de Versailles, puis de Paris. Là, on a par exemple un bon exemple de couple de théâtre. Oui, il y en a plusieurs. Parfois, là, on a l'exemple d'un couple où la femme est à la Comédie Italienne et l'homme à la Comédie Française. Mais on a également à la Comédie Française plusieurs couples. On a le couple Bellecour, le couple Préville, et on a à la fois une célébrité individuelle et une célébrité en tant que couple qui fascine un petit peu. D'autant plus que certains couples sont dits se mélanger un petit peu. Madame Préville et Monsieur Bellecour, par exemple, auraient eu une aventure. Donc on a effectivement aussi une fascination pour le couple qui peut également naître. Et puis au moment de réfléchir à la célébrité, vous l'avez dit, Suzanne Rochefort, il y a tous ces éléments, ces indices que vous pistez, des noms ici dans la presse, des citations, des gravures, pourquoi pas. Puis il y a les archives, il y a l'argent. Tout simplement parce que la célébrité, ça se paie dans les archives de la Comédie Française ou des autres institutions que vous avez pu croiser. Est-ce qu'on voit clairement que la célébrité, ça rapporte ? Alors, je répondrai oui. assez simplement, oui. Effectivement. À la Comédie Française, à la Comédie Italienne, quand on est sociétaire, on n'est pas censé être rémunéré en fonction de son talent. Chaque sociétaire se répartit les parts de recettes, en fonction de s'il a investi une demi-part dans la société ou une part entière dans la société. Puisque les acteurs à l'époque, pour ces théâtres privilégiés par le roi, sont sociétaires, donc ils ont investi des fonds financiers dans leurs spectacles. Ils sont vraiment associés au sens premier du terme. Après, pour avoir droit de récolter une part entière de la recette, il faut être nommé administrativement sociétaire à part entière. Et ça, c'est un petit peu flou. On y accède avec de l'ancienneté, mais aussi quand on a un talent qui est très reconnu, à la fois par la presse, par la troupe, on accède plus facilement à la part entière. Et on peut accéder à des rémunérations qui sont énormes. Dans les années 1770-1780, on peut aller jusqu'à 20 000 livres annuels, ce qui représente des salaires de ministres de l'époque. Donc on peut avoir des rémunérations très très hautes. Là où la célébrité est le plus corrélée finalement au salaire, c'est dans les théâtres de boulevard, puisque finalement les plus célèbres jouent ce qu'on appelle les premiers rôles, donc les rôles vraiment les plus en vue dans l'intrigue, et vraiment leur contrat, plus on joue des premiers rôles, mieux on est payé. Donc le contrat, vraiment, ce sont des contrats de travail, comme on pourrait en connaître aujourd'hui, c'est un modèle très proche du salariat, et on a vraiment une corrélation. Quand on est dit jouer les utilités, ça veut dire jouer les bouches-trous en gros, mais c'est un petit mot pour le dire un petit peu plus joliment. Ceux qui jouent les utilités vont être 5 à 6 fois moins payés que les personnes les plus célèbres qui jouent les premiers rôles. Et forcément, tout fait boule de neige, si vous voulez, parce que quand on joue les utilités, c'est beaucoup plus dur de devenir célèbre. Donc, il faut avoir une opportunité à un moment pour pouvoir s'illustrer dans un rôle un peu plus important et pouvoir monter en grade. Donc voilà, c'est lié à la visibilité aussi dont on peut disposer et aux occasions qu'on peut avoir pour se révéler, si vous voulez, en pleine lumière. Les occasions sont nombreuses parce que dans ce monde du spectacle, il y a un renouvellement sans cesse.
Pas la télévision à ce moment-là, il faut du spectacle le soir. Ça produit beaucoup de pièces de théâtre. Les auteurs écrivent pour les comédiennes qui doivent sans cesse apprendre de nouveaux textes. Et ça change. Les représentations qui s'étendent sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, ce ne sont pas les plus courantes. Ah oui, non, exactement. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui peut nous paraître, nous, extrêmement difficile, puisque les acteurs sont censés connaître une quinzaine, vingtaine de pièces. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont censés les mémoriser à peu près. Et puis ensuite, quand on décide une semaine avant de mettre une nouvelle pièce à l'affiche, eh bien, ils doivent se la remémorer. Ils disent vraiment ça. On se remémore, donc on se repasse les lignes du texte pour les apprendre. Les répétitions, on a au maximum 7-8 répétitions pour une pièce et puis ensuite on se lance. Donc voilà, on a en fait une variété aussi des pièces à l'affiche. C'est-à-dire qu'à part quelques grands succès, on joue pas une pièce comme ça 10-20 fois ou plus d'affilée. On a une alternance en fait chaque soir entre les pièces et on a comme ça des centaines de pièces qui peuvent être produites par an. Pour donner un ordre d'idée extrêmement concrète, à la Comédie Française, on a 6 à 7 pièces complètement nouvelles qui sont montées par an. Complètement nouvelles, plus 6 à 7 pièces qui sont d'anciennes pièces qu'on modifie. Donc voilà, il y a quand même une variété assez forte, et tout ça en plus des classiques qui sont joués aussi. Donc en fait, on a une alternance, et c'est pareil au boulevard. Donc c'est quand il y a un très grand succès public sur le moment, que là, on va pouvoir avoir énormément de représentations à la suite. C'est le cas pour le mariage de Figaro en 1784 à la Comédie Française. 68 représentations. Voilà, c'est quelque chose qui est énorme et qui montre vraiment le succès de la pièce. Oui, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de pièces qui sont créées, qui sont produites, qui sont jouées, et il y a des mobilités possibles entre ces différentes scènes pour les comédiens et les comédiennes, parce que c'est bien d'avoir le choix, mais enfin c'est pas facile pour tout le monde, et dans la volonté de faire carrière et pourquoi pas être célèbre, faut trouver des parcours. On peut passer de l'un à l'autre? Alors, assez difficilement en réalité. Là, il y a vraiment une étanchéité entre le monde des théâtres privilégiés, la Comédie Française, Comédie Italienne, et le monde du boulevard. Il y a quelques individus sous l'Ancien Régime qui exerçaient au boulevard et qui ont été invités à faire des auditions, on va dire, à la Comédie Française ou à la Comédie Italienne, mais ils n'ont pas été pris, parce qu'on considère que ce sont quand même deux mondes extrêmement étanches. Ça va commencer à se mélanger ensuite à partir de la Révolution française, puisque on a une libéralisation vraiment du paysage des spectacles, qui fait que d'abord exercer dans un théâtre privilégié par le roi, c'est plus tellement ce qu'on a envie de mettre en avant. Donc là, on va vraiment avoir une porosité croissante, mais avant, on a quand même une étanchéité extrêmement grande. Si on prend l'exemple de la figure la plus connue du boulevard dans les années 1770, qui s'appelle Maurice Volange, il fait des débuts en 1780 à la Comédie Italienne, mais il est moqué. On trouve ça ridicule qu'un comédien du boulevard se présente à la Comédie Italienne, et il n'est pas jugé digne de pouvoir y être admis. Mais ça change avec la Révolution. Exactement. Par permission de messieurs les officiers municipaux, la troupe du sieur Volange, acteur de Paris, donnera aujourd'hui, samedi 17 novembre 1790, une première représentation de Réveil d'Épiménide à Paris, comédie en un acte, mêlée de chant du Théâtre National. Le spectacle commencera par Le Tambour Nocturne ou Le Mari de Vin, comédie en 5 actes de Détouche. Sieur Volange jouera le rôle de Pincé. On prendra aux premières loges, orchestre et parquet, 36 sous. Seconde loge, 24 sous. Et parterre, 12 sous. On commencera à 5h30 précises. C'est à la salle de spectacle. Nicolas Berger dans le cours de l'histoire sur France Culture qui nous lisait cette affiche de promotion autour de Volange. On est en 1790, ici nous sommes sous la Révolution, il n'y a plus ces théâtres privilégiés par le roi, les choses ont changé, mais ce monde du théâtre demeure le même au sens où ces comédiens, ces comédiennes n'apparaissent pas soudainement en 1789, ils ont leur longue carrière, et quand on regarde ces carrières justement, Suzanne Rochefort, est-ce que la célébrité arrive vite? On est célèbre jeune pour certains ou certaines?
Alors, c'est extrêmement variable, c'est-à-dire que on a un petit peu toutes les configurations, hein. On a des personnes qui, dès qu'elles apparaissent sur une scène, sont remarquées, sont commentées dans la presse pour avoir un grand talent et font un petit peu une émulation. Elles vont être une figure à la mode. C'est le cas de Mademoiselle Raucourt en 1772, qui a à peine 20 ans, hein, il me semble, et qui devient un petit peu la coqueluche de tout Paris à ce moment-là. Mais on peut aussi devenir plus célèbre un petit peu sur le tard. Cela dit, il y a quand même une fascination pour la jeunesse parce qu'on se dit, voilà, ils sont jeunes et en plus, ils ont déjà tellement de talent et de disposition. Qu'est-ce que ça promet pour la suite? Ça va être incroyable. Ça contient aussi une promesse qui fascine en tout cas un petit peu. Et particulièrement chez les jeunes femmes. Les femmes, par exemple, à la Comédie Française, entrent plus tôt, en moyenne à 18 ans et les hommes plutôt 28 ans. Non pas que les hommes ne font pas de théâtre avant 28 ans, mais souvent ils ont une carrière en province qui est plus longue avant et ils arrivent à la Comédie Française plus tard. Ça, c'est aussi la structuration des pièces qui propose beaucoup de rôles de femmes jeunes. Et on sait aussi que ces jeunes femmes, elles vont plaire au public, elles vont fasciner, elles vont séduire aussi au sens propre le spectateur. Et donc on a quand même là une dissymétrie genrée entre hommes et femmes sur la jeunesse. Et dans tous les cas, on trouve des critiques dans la presse. Les comédiens qui commencent un peu tard, à la quarantaine par exemple, peuvent être critiqués parce qu'on se dit que leurs défauts ne vont pas pouvoir changer, qu'ils vont plus pouvoir s'améliorer. Et donc, on peut avoir un peu des moqueries par rapport à un accent provincial, par exemple. On va dire, ils auront plus le temps de le gommer. Voilà. Donc, peut y avoir cette idée-là. Et d'un autre côté, alors ça, le privilège de la célébrité, ça peut être d'avancer en âge pendant 20, 30 ans, faire carrière et être toujours autant apprécié par le public, sachant que l'amour ultime du public peut se manifester dans le fait on avance en âge, mais on est toujours autorisé à exercer des rôles où on est plus jeune. C'est le cas de Madame Préville, qui est une des femmes comiques les plus célèbres à la Comédie Française dans les années 60-70. Elle termine sa carrière, elle a une 50aine d'années quand même, et le public l'autorise et la loue dans le rôle de Célimène, d'une misanthrope où on a une jeune veuve d'une 20aine d'années. Et ce qui amuse énormément Paris, c'est que dans le vers la solitude effraie une âme de 20 ans, elle a changé pour la solitude effraie une âme de 30 ans. Alors, elle négocie quand même un petit peu avec elle-même puisqu'elle en a 50, mais voilà, c'est en fait une sorte de consensus qui montre l'amour du public et de la presse qui loue cette initiative. On l'autorise finalement à apparaître dans ce rôle jeune, alors que l'usage veut, il n'y a pas de règle, mais l'usage veut que souvent autour d'une 40aine d'années, on change de type de rôle. On n'est plus la jeune amoureuse, mais on devient la mère ou la duègne, par exemple. Donc voilà, on autorise à transgresser l'usage, justement, en raison de la célébrité et de l'amour, en fait, que le public lui porte. Et cette célébrité, d'où vient-elle? Est-ce ce que vous évoquez, Suzanne Rochefort, le public? Est-ce la presse? Les critiques, peut-être? Il peut y avoir éventuellement des formes de protection. On a quand même évoqué ce monde qui est proche de la cour et l'aristocratie est très présente. Qu'est-ce qui fait le succès? Vous allez me dire, si je le savais, on serait tous célèbres. Vous vendriez la recette à fort prix. C'est plusieurs facteurs qui se combinent à chaque fois. On peut prendre un cas concret pour illustrer un petit peu ça. C'est celui de Françoise Vestris, qui est une tragédienne très connue à la Comédie Française dans les années 70. Et c'est le cas d'une personne qui à la fois a eu des protections à la cour puisqu'elle a une relation avec le maréchal duc de Duras qui appartient au menu plaisir du roi, qui a la tutelle sur la Comédie Française. Donc très longtemps on a dit c'était juste une comédienne très protégée, mais en réalité on ne peut pas se suffire de cette explication pour dire qu'elle est devenue célèbre. Elle est devenue célèbre aussi parce que la presse dès le départ a loué ses prestations. Et on retrouve dans des correspondances de comédiens de l'époque
qu'ils reconnaissent son talent et qu'ils ont été impressionnés par ses prestations, même si on sent qu'ils en sont un peu jaloux et que voilà, ils critiquent aussi les proximités qu'elle peut avoir avec le duc de Duras. Elle avait quand même des talents tragiques qui sont reconnus dès le début de sa carrière. Donc il y a en fait plusieurs feuilletages qui se sont mis ensemble. Peut-être qu'effectivement, elle a avancé, elle a été autorisée peut-être à être une sociétaire à part entière un peu plus rapidement en raison de cette protection. Ça, c'est tout à fait possible. Mais voilà, c'est quand même plurifactoriel, c'est-à-dire que j'ai pas d'exemple dans mon corpus de comédiens reconnus comme ayant très peu de talent qui à la fois est très très célèbre. Ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve non plus. Bah oui, il y a toujours un peu de talent, bien sûr, pour expliquer la célébrité. C'est le cas aussi avec Marie Duménil. C'est véritablement à son tempérament naturel que Marie Duménil devra ses triomphes. De son vrai nom, Marie Marchand, elle naquit à Paris le 2 janvier 1713. Alors que les gastiers et mémorialistes de l'époque nous ont laissé des chroniques plus ou moins abondantes sur la vie privée de la plupart des actrices en renom, ils ont fait exception à l'égard de mademoiselle Duménil. Seuls ces triomphes scéniques trouveront place dans les journaux et le nom de mademoiselle Duménil sera pur de tout scandale. Elle débuta sur des scènes de province et appartint successivement aux troupes de Strasbourg et de Compiègne. Le 6 août 1737, à l'âge de 24 ans, elle paraissait pour la première fois à la Comédie-Française dans le rôle de Clytemnestre, d'Iphigénie en Aulide, qui lui valut un triomphe. 2 mois après son début, elle se produisit à Fontainebleau dans Phèdre. Elle y fut si remarquable qu'on décida qu'un talent aussi sublime ne devait pas être soumis aux règles ordinaires. Et, sans que lui fût imposé le délai généralement exigé pour l'admission définitive, elle était reçue le 8 octobre 1737. Les commentaires les plus enthousiastes saluaient ses débuts, et Boissy lui adressait ce quatrain. Dans son brillant essai qu'applaudit tout Paris, le suprême talent se développe en elle, et prenant un essor dont les yeux sont surpris, elle ne suit personne et promet un modèle. Marcel Politzer, en 1960, journaliste écrivain qui s'est beaucoup intéressé aux comédiennes du passé, qui évoque Marie Duménil avec un parcours. Et c'est toujours intéressant d'entendre ces archives après Suzanne Rochefort, vous avoir écouté nous expliquer ses cheminements. Donc là, on a un parcours où elle commence en province et puis alors, il y a une ascension un petit peu rapide, on l'entend, mais c'est vraiment... Ici, tant de parcours individuels qui sont tous spécifiques, mais qui, quand même, mis bout à bout, donnent des grandes tendances. Et on voit celles et ceux qui s'en écartent. C'est un personnage intéressant, mademoiselle Duménil aussi. Oui, complètement, parce que on voit, elle est dans un moment dans la fin des années 1730 où la célébrité peut encore faire transgresser les règles. C'est-à-dire que effectivement, elle a une réception qui est plus rapide que ce que les règlements prévoient, où on est admis à débuter et ensuite on doit rester à l'essai. Donc on n'est pas encore admis comme sociétaire pendant au minimum 2 ans. Et quand on ne respecte pas les 2 ans, à cause des menus plaisirs du roi qui donnent un ordre plus précoce pour être admis comme sociétaire, c'est vécu comme hors la loi, comme transgressif. Et ça, c'est quelque chose que les comédiens sociétaires essayent beaucoup de réguler. À partir des années 40, 50, 60, les comédiens critiquent les menus plaisirs du roi pour dire mais non, il faut respecter les règles, il faut respecter les règlements, il faut être reçu au moins 2 ans, il faut faire ses preuves avant de pouvoir être admis comme sociétaire, puisque ensuite après on est sociétaire à vie, et quand on quitte le spectacle, on a droit à une pension de retraite, ce qui est une rareté au sein des mondes du travail à l'époque, d'avoir une pension de retraite qui est ouverte au bout de 20 ans. Donc quand on prend une décision comme ça d'admettre dans la troupe, c'est quand même lourd de sens. Et donc les comédiens essayent aussi de faire respecter les règles de leur société, ce qui n'est pas tout à fait facile à articuler aux règles de l'espace public et de la célébrité, on va dire. Donc c'est pas toujours facile à mettre en œuvre pour eux. Oui, parce que nous parlons de la célébrité au XVIIIe siècle avec vous, Suzanne Rochefort, mais il faut s'arrêter quelques secondes, au moins comme un hommage à toutes celles et ceux complètement oubliés de leur vivant, parce que c'est aussi ça, la masse énorme de personnes qui nous intéressent. Pour quelques célébrités, il y a vraiment beaucoup de monde oublié, et qui peuvent vivre dans la misère d'ailleurs.
Oui, c'est presque ceux qui m'ont le plus intéressé et à qui j'essaye alors rendre hommage, je ne sais pas, mais dont j'essaye de restituer les trajectoires dans le livre, c'est-à-dire tous ceux qui ont essayé, qui ont fait des auditions à la Comédie Française. On voit que le compte-rendu de l'audition disent que ils ne savent pas réciter des vers, qu'ils n'ont pas de charisme, qu'ils n'ont pas de talent. Il y a des mots aussi dans la presse qui peuvent être extrêmement durs. En disant que le public a sifflé. On est quand même exposé aussi à ce rejet du public. Et effectivement, il y a des trajectoires, il y a plein d'acteurs et d'actrices que je ne peux suivre dans mon livre qu'une fois. Il y en a une mention à un moment dans la presse, et puis c'est tout. Ensuite, ils disparaissent à jamais, on ne les retrouve pas. Donc voilà, effectivement, il y a cette hétérogénéité qui fait qu'il y a quelques personnes très célèbres, mais sinon, il y a une masse de comédiens qui sont restés dans l'ombre, y compris à l'époque. Votre livre, Suzanne Rochefort, c'est Vie théâtrale, publié chez Champvallon, avec aussi, parce que pour des gens oubliés, il y a peut-être un immense talent. Mais ça, on ne peut pas le savoir parce qu'ils n'ont peut-être pas rencontré le bon auteur, l'auteur avec succès. Nous savons que Beaumarchais s'entendait fort à exploiter ses succès. Dès 1775, il publie Le Barbier avec une préface étincelante. Mais il se prépare à lui donner une suite. Ce sera La Folle Journée. C'est le titre primitif du mariage de Figaro, qui sera achevé en 1778. Il attend pour l'apporter aux comédiens français que la discussion qu'il a avec ceux-ci sur les droits d'auteur, laquelle aboutira en 1791 à la reconnaissance de la propriété littéraire, se soit apaisée. Et en 1781, la pièce est reçue d'emblée. Mais elle inquiète les ministres et Louis XVI lui-même. Elle ne sera donnée au public que le 27 avril 1784. L'accueil fut enthousiaste. Les critiques contre les abus seigneuriaux et contre la justice vénale étaient au goût du jour. Et l'on avait plaisir à retrouver les personnages du Barbier, un peu changés cependant. Figaro, avec sa vivante gaieté, mais aussi des amertumes et des protestations qui ont déjà le son des cahiers d'états généraux. Mais combien l'atmosphère a changé de Séville au château d'Aguas Frescas. Ici, tout peut inquiéter. L'air est plein de menaces de drame et de revendications sociales ou politiques obscurément menaçantes. L'émission Heure de culture française en 1951 avec Mario Roch qui nous parle du théâtre au XVIIIe siècle. Mario Roch, spécialiste du roman de Renard. Donc, allez comprendre. Suzanne Rochefort, ici, c'est intéressant, là, une fois encore, ce qui est dit, parce qu'on voit bien que au fil du temps, on a quand même cet aspect qui relie de plus en plus la politique, le théâtre, et ces comédiens, ces comédiennes sont en prise avec cela, alors que ça annonce des bouleversements et qu'on sent que ça frémit sans même imaginer une seule seconde qu'une révolution peut avoir lieu. Il y a de la politique dans ce monde du spectacle. Est-ce que on voit, dans ce que vous pouvez suivre dans les correspondances, des évocations de l'ère du temps ? Alors, oui, à partir de 1789-1790, avant on le trouve pas vraiment, d'autant que moi j'ai accès quand même à des correspondances de travail écrites dans des moments vraiment professionnels très concrets, donc on va pas forcément s'épancher sur ses opinions de manière générale, mais ce qui se passe à partir du moment de la Révolution, c'est que la troupe en fait, sur plusieurs mois, mais va se scinder en deux, entre ceux qu'on appelle les rouges, plus favorables à la Révolution, et ce qu'on appelle les Noirs, plus favorables au pouvoir monarchique. Et donc, on va vraiment avoir un certain affrontement qui aboutit en fait au départ de 10 personnes de la Comédie Française vers un autre spectacle, le Théâtre des Variétés qui deviendra le Théâtre de la République, et une personne très célèbre comme Talma, qui à l'époque était tout jeune et venait d'entrer à la Comédie Française, devient aussi... il jouait les seconds rôles à la base, parce qu'il était jeune arrivé à la Comédie Française depuis 2 ans seulement, et finalement son chemin personnel va croiser la politique, et en changeant de spectacle, et ben là où il était plutôt second rôle, il devient sur le devant de la scène, et en plus associé à la citoyenneté, à la défense de la Révolution, à ses convictions ardentes, et ça va aussi donner une autre coloration et une autre impulsion aussi à sa trajectoire par la suite. C'est la fin de la célébrité pour certains ou certaines, la Révolution, ces changements politiques, et je pense notamment aux comédiens ou comédiennes du roi.
Alors oui, les comédiens, les comédiennes du roi sont collectivement discrédités d'abord. C'est-à-dire que ils mettent un petit peu de temps, plusieurs mois, à abandonner leur titre de comédien du roi, qu'ils laissent sur leur affiche par exemple, et ils sont très critiqués pour ça. Alors ils changent le nom de leur spectacle. Maintenant, il s'appelle Théâtre de la Nation. Mais ils gardent quand même leur titre de comédien ordinaire du roi, donc ils sont collectivement un petit peu discrédités et critiqués. Et puis certaines figures comme celle de Louise Contat qui était devenue très célèbre justement après le mariage de Figaro, on en parlait avec l'extrait. Louise Contat ou Mademoiselle Raucourt qu'on a aussi évoqué sont critiquées pour leur proximité avec Marie-Antoinette par exemple. Donc elles redeviendront plus célèbres, surtout Louise Contat à la fin des années 1790, mais il y a toujours un petit peu cette suspicion, cette modération qui n'entache pas leur célébrité en tant que telle, mais qui peut venir écorner une certaine image, en fait. Oui, puis la célébrité, on l'a bien dit, se mesure parfois aussi par l'argent reçu. Une fois que la célébrité demeure, mais dans le souvenir, mais qu'il n'y a plus autant de représentations sur scène, est-ce que on va avoir des grands noms qui vont terminer dans une certaine misère ? Alors oui, en fait, ce qui se passe, c'est aussi très structurel. On a parlé des pensions de retraite brièvement. Ces pensions de retraite, en fait, elles sont coupées à partir de 1793, puisque d'abord la Comédie Française est fermée pour des raisons politiques, parce qu'ils ont joué une pièce où il y avait une jeune femme noble qui paraissait un petit peu trop sympathique. Donc bref. C'est en tout cas un prétexte pour qu'elle soit fermée en septembre 93. Une dizaine de ces comédiens sont enfermés jusqu'à la fin de la Terreur. Donc on a cela, et ensuite les pensions de retraite ne sont plus versées puisque les caisses du théâtre sont vides. Et donc on a des personnes comme Madame Bellecour par exemple qui avait passé 42 ans à la Comédie Française. C'est une des carrières les plus longues à la Comédie Française au XVIIIe siècle, qui meurt dans des problèmes financiers. Parce que justement, durant les 7-8 ans d'après, elle ne reçoit plus sa pension. Donc on a effectivement des problèmes financiers réels. Que font les comédiens pour s'en sortir ? Les comédiens les plus célèbres vont jouer en province, puisqu'on peut encore jouer sur son nom, jouer sur sa célébrité et être assez bien payé en province quand la Comédie Française est fermée. Donc en fait, voilà, là où on avait cherché à en partir, finalement, on y revient un peu plus longuement. Et nous revenons, Suzanne Rochefort, sur cette histoire de la célébrité dans le prochain épisode du cours de l'histoire, parce qu'il va falloir évoquer ce qui arrive après. Vous avez déjà tendu la main vers Talma, incroyable Talma, mais il y en aura d'autres. Suzanne Rochefort, Vie théâtrale, le métier de comédien à Paris entre lumière et révolution. C'est publié chez Champvallon. Merci vivement à vous. Merci. Et dans le prochain épisode, il y aura Sarah Bernard. Si tu veux, faisons un rêve, montant sur deux par le froid, tu m'emmènes, je t'enlève. L'oiseau chante dans les bois, je suis ton maître et ta foi. Partons, c'est la fin du jour. Mon cheval sera la joie, ton cheval sera l'amour. Nous ferons toucher leur tête, les voyages sont cédés. Nous donnerons à ces bêtes une avoine de baiser. En 1903, Sarah Bernard qui récite du Victor Hugo, moi ça m'émeut. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boeck, aujourd'hui à la technique Noé Chavannes, émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier, Clémentine Ducasse, Anne Toscane Viudès et Maïwen Guiziou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.